à Comme un livre ouvert, le balado qui invite 25 des plus belles plumes du Québec à se dévoiler d'un couvert à l'autre. Je m'appelle Samuel Larochelle. Dans la vie, je suis un écrivain, un journaliste et l'animateur de ce balado qui est déjà rendu à son 19e épisode. Et pour l'occasion, j'ai décidé d'inviter une écrivaine, et elle aimera pas m'entendre dire ça, mais l'une des plus grandes journalistes de l'histoire du Québec, Michèle Ouimet. Bonjour. Bonjour Samuel, ça va? Ça va très bien, Oui. et toi? Oui, merci. Comment tu vis avec une présentation comme ça? Je me dis, je pars à rire dans ce temps-là. Tu sais, je me dis, ah, de qui il parle? Ah, OK, de moi. Bon. Parce qu'il y a un genre d'inconscience de ce que tu as accompli? Non, je sais ce que j'ai accompli, mais j'ai de la difficulté avec ces qualificatifs-là. C'était comme si on parlait d'une autre personne plutôt que moi, là. Mais sans fausse modestie. Ouais. Mais on dirait que je me reconnais pas dans ça. Mais je sais ce que j'ai fait. Tu sais, j'ai été en Afghanistan, bon, j'ai fait toutes sortes de reportages, mais c'est ça. Ces mots-là, je me dis, ah, il parle de... Je regarde. Ah, il Je parle pense de qu'on moi. serait plusieurs à utiliser ces mots-là pour Ah, parler de toi. peut-être. Et juste avant que la caméra roule, on se rappelait qu'on s'est rencontrés pour la première fois à Paris dans une affectation culturelle. Et tu m'avais dépanné. Oui, Parce parce que que je suis arrivée en retard. ce qui n'est pas dans ton habitude, J'arrive jamais en retard. J'arrive toujours en avance, là. mais là, on était très fancy à l'Opéra Garnier Oui, de oui, Paris. oui, oui. Puis, j'avais fait un petit résumé de ce que tu avais manqué. Et quelques mois plus tard, on s'est rencontrés pour une entrevue sur ton premier roman. On était en 2014. Le roman, c'est La Promesse. Et tu m'avais expliqué qu'après 25 ans à écrire à la presse, dans le cadre serré d'un journal, tu te sentais à l'étroit, que tu avais une grande soif de liberté pour écrire sans pression, sans délai, avec la possibilité de faire ce que tu veux avec tes personnages et surtout sans limite de longueur. Ça, c'est un sentiment que je connais vraiment beaucoup. J'ai envie de t'inviter à expliquer aux gens qui nous regardent ou qui nous écoutent pourquoi ça arrive si souvent qu'on doive laisser du bon matériel de côté, au lieu de tout partager ce qu'il y a d'intéressant. Mais peut-être qu'aujourd'hui, avec le web, on peut s'étendre davantage. Un peu. Mais dans un quotidien, tu sais, on ne peut pas se mettre à écrire des pages et des pages et des pages. Donc, moi, en général, dans un reportage, j'utilise peut-être 20 de mes notes et 80 j'aime mieux en avoir plus. Ouais. Parce que des fois, je me dis, merde, elle était de quelle couleur sa robe? Est-ce qu'il faisait beau ce jour-là? Je note tout. Je suis un peu compulsive. Mais après ça, quand j'arrive devant mon ordinateur, je peux faire du ménage. Mais c'est sûr qu'on peut pas... un journal n'est pas un endroit où écrire très, très, très long. On peut écrire long, un certain reportage qui sont beaucoup plus longs que d'autres. Mais c'est normal que dans le cadre d'un journal ou sur un site web de nouvelles, qu'on n'écrive pas 5000 mots. Il n'y a personne qui va lire ça, là. Mais moi, ça arrive. Puis j'avais déjà envoyé ça à une patronne. Puis c'était maladroit de ma part, mais j'étais comme triste d'avoir mis de côté du bon matériel. Puis elle pensait que je la critiquais de ne pas avoir voulu davantage de mots dans mon texte. Mais est-ce que ça va jusque-là chez toi, un désarroi de savoir ce que tentent les mains et de ne pas pouvoir le partager? Ben, moi, j'ai toujours respecté la longueur parce que je détestais me faire couper. J'aimais mieux me couper moi-même Ouais. que d'être coupée au pupitre. Alors, ça frisait l'automutilation des fois parce que j'étais là, oh mon Dieu, bon. Comme disait William Styron, je crois, écrire, c'est renoncer à ses darlings. Lui, c'est un romancier. Ouais. Ben, quand tu écris dans ce journal, tu renonces à plein de darlings. Mais comme je te dis, je préférais, moi, faire le ménage. Donc, je respectais les longueurs parce que c'est moi qui faisais les choix. Tandis qu'au pupitre, ils coupent à la fin parce qu'ils n'ont pas le temps là, de faire de la dentelle. Là. Ils reçoivent je ne sais pas combien d'articles. Donc, il faut le faire. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a tant de journalistes qui, à un moment donné, se tournent vers l'écriture de romans. Mm-hmm. Pour deux raisons. Parce que, un, on est tanné d'être réduit à 750-800 000 mots, mais aussi parce que ceux qui ne vivent que de leurs plumes sont rares. Donc, plusieurs écrivains sont soit professeurs, soit journalistes. Hein. Mais tu as utilisé le terme automutilation. C'est Donc, peut-être un peu fort, mais je le ressentais comme ça, là. mais tu sais quoi, en 2014, tu l'avais utilisé également, ce C'est vrai? terme-là, fait que je l'avais dans mes questions. Pourquoi ça Je suis fait... cohérente. Oui, mais pourquoi ça peut faire mal à notre être de ne pas partager des infos sur d'autres humains? En fait, c'est le choix. C'est les choix qu'on fait qui sont parfois déchirants. Alors, comme quand la presse m'avait demandé de m'occuper des stagiaires, mais Ouais. je leur disais, bon, une des premières choses, premièrement, il faut que tu saches qu'est-ce que je veux raconter. Tu ne peux pas partir dans toutes sortes de directions. Donc, tu ramasses toute ton information, mettons, pendant la journée, là, quand tu es sur le terrain à l'étranger, disons. Et quand tu arrives le soir, tu dis, qu'est-ce que je veux raconter? C'est ça que je veux raconter. Le reste, tu es obligé de le laisser de côté. Et si tu n'es pas capable de faire un titre, c'est que tu ne sais pas où tu t'en vas. Ouais.
C'est Donc, dur de faire des titres quand même. oui, c'est très dur, mais même si le titre n'est pas parfait, ça dit, ah, c'est ça que je vais raconter. Donc, c'est sûr qu'il faut laisser tomber tout le reste. Mais Sinon, même quand on a s'éparpille, puis on- choisi son angle et qu'on sait qu'est-ce qui va derrière cet angle, il y a quand même des choses pertinentes qu'on doit mettre de côté. Moi, ça me fait mal. Oui, mais ça dépend aussi de ce qu'on veut. Si on a une nouvelle pure, Ouais. c'est plus facile. Si on est plus dans le feature, Ouais. est-ce qu'on va garder un paragraphe pour décrire l'atmosphère, décrire la beauté du ciel, la couleur de la robe, le thé qui est servi? Euh, mais des choses qui, en apparence, peuvent sembler insignifiantes, mais qui campent une atmosphère. Mhm. Donc, c'est à la personne, au journaliste qui écrit de faire ces choix-là. Mais des fois, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas d'espace. On garde plutôt ce paragraphe-là pour faire un contexte, pour expliquer, voici, tu sais, je ne sais pas moi, la guerre en Syrie, la résumer peut-être en un paragraphe, parce que les gens qui nous lisent ne savent plus c'est quoi vraiment la guerre en Syrie. Donc, c'est vraiment des choix qu'il faut faire. Et je n'avais plus envie de faire ces choix-là. Et moi, dans ma grande naïveté, quand j'ai écrit mon premier roman, je pensais que je fais écrire 1000 pages. Non, 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 non. Parce qu'en arrière de chaque écrivain, il y a un éditeur. Ouais. Et l'éditeur de Boréal, je pense que c'est un des meilleurs au Québec, mais il est impitoyable, mais impitoyable de façon extrêmement bienveillante. Donc, il faut aussi faire des choix, aussi couper, puis aussi regrouper son propos. C'est toujours, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut dire. Mais dirais-tu que c'est tellement ta mission de vie de rapporter ce qui se passe dans le monde que parfois tu flirtais avec un sentiment d'échec si tu n'avais pas pu tout dire ce qu'il y avait de pertinent, de nouveau, d'éclairant? Le sentiment d'échec, non. Le OK. mot est trop grand, trop gros. Il fallait que je choisisse à l'intérieur d'un article, mais il fallait que je choisisse aussi les sujets. Mhm. Parce que quand tu es sur le terrain, tu as 10 millions de sujets, Mhm. mais tu peux pas tout faire. Des fois parce que c'est trop dangereux. Il faut que tu évalues les dangers. Est-ce que ça vaut la peine que j'aille, mettons, dans le sud du Liban, qui est en guerre, puis bombardé par Israël? Est-ce que l'histoire que je vais aller chercher vaut le coup de prendre ces risques-là? Et faire courir des risques aussi aux fixeurs, c'est-à-dire aux journalistes, traducteurs qui t'accompagnent. L'équipe un peu avec, même si tu es de la presse écrite puis tu pars seul, tu as quand même un chauffeur, Mhm. tu as quand même un fixeur qui travaille pour toi. Moi, en tout cas, je travaille avec des fixeurs parce que mon arabe n'est pas parfait, loin de là. En fait, je ne le parle pas du tout. Mais donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est renoncer à certaines histoires ou parce que des gens refusent de te parler. Ouais. Et ça aussi, c'est frustrant. Parles-tu un peu arabe? Non, je suis capable de dire quelques mots, des salutations, mais... Écoute, je te dis bien franchement, là, je suis nulle, je n'ai aucun don pour les langues. Ah non! Aucun. Non. T'es allé partout dans le monde, puis t'as Ouais, pas cette facilité-là? mais ça fait pas de moi quelqu'un qui a une oreille puis qui est capable de... Ah, non, non, je suis vraiment nulle, là. Bon, évidemment, je parle l'anglais. On devine tout de suite que je suis francophone quand je parle anglais. Mais je me débrouille, mais je suis pas... non, ma mère, c'est une Italienne, je parle même pas italien. Mais souvent, pour avoir une facilité avec les langues, c'est qu'on a une oreille musicale. Mais justement, j'ai aucune oreille. Ah. J'ai fait du piano pendant 8 ans, puis c'était atroce. Pendant 8 ans? Je faisais souffrir tout. Oui, mais ça partait du cerveau, là. Mais qui t'obligeait à faire ça pendant 8 ans? Moi. Si c'était pas... Parce que ma fille prenait des cours de piano, puis je me disais, ah, ben tiens, moi aussi. Peut-être que j'ai une oreille. Je me disais, zéro. On a parlé depuis le début de cette idée de longueur des textes et de vouloir de la liberté. Mais pourquoi t'as attendu si longtemps avant d'écrire des livres? Ben, j'avais pas le temps. Non? Non, j'avais pas le temps parce que Tu j'étais... l'avais pas tant que ça en 2014 non plus, là? Non, mais en 2014, en 2012, en fait, j'ai écrit mon livre en 2012, il a été publié 2 ans plus tard. J'ai eu le bonheur, si tu veux, d'avoir un accident. Ah. J'étais en vélo d'hiver. Je roulais pas assez vite, en fait. J'ai roulé sur une plaque. Mon vélo est tombé. Je suis tombée sur mon épaule, puis il a fallu que je me fasse opérer. J'ai été 6 semaines en arrêt. Et pour la première fois de ma vie, parce que j'ai un enfant, je travaille à temps plein, tu sais, je cherche le temps. Pour la première fois dans ma vie, j'ai eu du temps. Fait que là, je suis partie prendre une grande marche. C'était la seule chose que je pouvais faire, marcher. Quand je suis revenue, le roman, je l'avais dans ma tête. Je me suis assise, puis j'ai écrit le premier chapitre. Puis ça a été facile, entre guillemets. C'est difficile d'écrire. Mais là, puis je me suis dit, ah, ben écoutons, peut-être un deuxième. Puis là, je n'ai écrit un deuxième, peut-être un troisième. Ben, je n'avais jamais écrit de roman. Est-ce que tu as le souffle? Est-ce que tu es capable de raconter une histoire? Est-ce que tout peut se tenir? Fait que c'est un peu comme ça. L'as-tu écrit au complet en 6 semaines d'arrêt Non, de travail? non, 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 non. Je pense que j'ai écrit trois chapitres peut-être. Après ça, j'ai consacré mon été. Après ça, j'ai consacré toutes mes vacances. Moi, je suis pas capable de... Je parlais avec Michel Jean, qui Oui. me disait, moi, j'arrive le soir, puis j'écris. Je trouve ça admirable.
Moi, je suis pas capable d'écrire par petits bouts. Mhm. Il faut que j'ai au moins 2, 3 semaines devant moi, sinon 2 mois, 3 mois. Pour écrire L'Or Mauve, j'ai pris un congé sans solde de 4 mois à la presse pour en écrire une partie, là. Puis maintenant, tu es à la retraite de la presse, tu Ouais. continues d'intervenir dans les médias, mais à un rythme différent, donc tu as beaucoup plus de temps, tu as plus d'espace, de liberté. Comment ça influence ton envie ou ta façon d'écrire d'avoir finalement accès à toute cette liberté-là? Est-ce que c'est paralysant ou au contraire, tu peux enfin plonger comme tu le rêvais? Bien, c'est extraordinaire parce que là, j'ai commencé à être tannée d'avoir 4 cerveaux qui fonctionnent en même temps, là. Alors, de pouvoir faire une chose, d'être mono-cerveau, là. Ouais. Alors, ça, c'est extraordinaire. Puis aussi, ma fille est grande maintenant. Elle a 40 ans, là. Oui. Mais j'ai un petit-fils. Ah ouais? Je suis complètement gaga, Que là. quel âge? 2 ans. Théodore. Il était déguisé en tigre à l'Halloween. Je craque complètement pour cet enfant, ça n'a aucun sens. Mais là, je fais un balado, j'ai déjà fait un autre balado, j'en prépare un autre. Tu sais, en fait, ce que j'ai dit, c'est que quand j'ai pris ma retraite de la presse, là, j'ai eu des clients et non des patrons. Donc, c'est quelque chose, parce que toi, c'est des clients que tu as. Donc, je Ouais. peux choisir. S'il y a des choses qui ne me tentent pas, je dis non. Mhm. Donc, c'est une grande liberté. Je suis toujours occupée, mais au début, je m'organisais mal, là. Je prenais trop de choses. J'étais encore plus débordée que quand je travaillais à la presse, mais je me suis assagie. Mais en 2012, quand tu as écrit La Promesse, euh, est-ce que le bonheur d'écrire a été tellement grand qu'il y a une partie de toi qui s'est dit pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Euh, Pas vraiment, non, mais je me suis dit, je vais en faire d'autres. Ça, je me suis dit ça. Je me suis dit, non, moi, ce que je veux faire, de toute façon, c'est la seule chose que je sais faire dans la vie, c'est écrire. Mais je sais rien faire Et d'autre. communiquer en général. Ouais. Ouais, si on veut. Donc, jamais tu vas verser dans le regret Non, face à quel moment cette part de toi a pu s'épanouir. non, parce que j'ai encore plein de temps devant moi. Je m'épanouirai, mais dans le futur, Ouais. et ça sert à rien, tu sais, d'avoir des regrets, de rétro-pédaler dans le passé. Non. Bon, moi, ce qui est important, c'est que je l'ai fait Mhm. et que j'ai aimé ça, même si c'est douloureux par moments. Qu'est-ce qui est Euh, douloureux pour toi? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrivains qui parlent de la douleur d'écrire. Moi, j'essaie de retenir le plus possible que moi, ça me fait pas mal du tout. Puis je sais que ça les gosserait d'entendre ça. Toi, qu'est-ce qui fait mal? Bien, c'est que quand tu écris, premièrement, tu es envahi. Tu es Oui. complètement envahi par ton sujet. T'sais. Tu déjeunes, tu dînes, tu soupes, tu dors avec ton sujet, avec ton roman dans la tête tout le temps. Donc, c'est très envahissant. Ensuite, c'est quand, une fois que tu as remis une première version, là, c'est le retravailler, le retravailler, le retravailler, le retravailler. Ça en vient, là, tu sais, à un moment donné, tu peux plus le voir en peinture, là. Mhm. Mais c'est important, ce travail-là. Et comme je t'ai dit, chez Boréal, Jean Bernier fait un travail exceptionnel. Sans Jean Bernier, mes livres ne seraient pas ce qu'ils sont. Mes livres lui doivent beaucoup parce qu'il y a vraiment un œil, là. Mais et je l'écoute parce que je sais que lui a le métier et il connaît ça. Alors, je retourne chez moi avec mon manuscrit, je le retravaille, le retravaille, le retravaille. Et il y a des fois... c'est que écrire un roman, c'est aussi jongler avec un casse-tête. Il faut que tu règles des problèmes. Et ça marche pas, ça marche. Qu'est-ce que je préfère? Dans ça, je pars prendre des grandes marches. Je jongle avec ces problèmes-là. Mais pour moi, c'est un jeu ludique de trouver des solutions aux problèmes puis de finir le casse-tête. Est-ce que pour toi, c'est fastidieux? C'est pas fastidieux. Comme j'ai dit, ça peut devenir très envahissant. Ouais. Et C'est niaiseux. Moi, quand tu me parles d'envahissement, je trouve ça le fun d'être complètement traversé par des émotions, des personnages ou des histoires qui sont pas les miennes. d'abord, je les trouve envahissants. Ouais. À un moment donné, j'ai envie qu'ils me foutent la paix, là. C'est comme trop, peut-être, c'est trop intense, peut-être. J'aimerais mieux avoir... je voudrais être plus détachée de mes personnages. Mais c'était pareil quand j'étais en reportage. Mhm. J'étais vraiment envahie par... Mais c'est ça, il faut les retravailler, retravailler, retravailler. Et tu sais, quand tu t'installes le matin, moi, je suis une fille du matin, quand je m'installe, il faut que je forme ma bulle et que je plonge. Ouais. Et ça, c'est difficile à créer des fois. Ouais. Mais une fois dans la bulle, une fois plongée, une fois dans l'écriture, là, c'est là que le plaisir commence, le vrai plaisir. Mhm. Mais tu n'as pas de censure, tu y vas, t'écris. Des fois, c'est pas bon. Il faut que tu recommences. Mais c'est vraiment 100 fois sur le métier, là. Je vais faire un autre parallèle entre tes deux métiers. Lors de notre première entrevue, tu disais que le fait d'exposer ton travail de créatrice, c'était comme de mettre ta tête sur un bio, de te mettre à nu, que cette partie de toi avait pas
toute la carapace que la journaliste et la chroniqueuse ont développée avec le temps parce que tu as souvent reçu des messages désagréables et tu t'es, j'imagine, habitué à ça comme journaliste, mais pas comme écrivaine, du moins à l'époque. 8 ans plus tard et 5 livres plus tard, est-ce que ça a changé ta, ta façon de gérer, de composer avec l'exposition de ta création puis d'une part de toi? Mais le premier roman est épeurant parce qu'on ne sait pas comment ça va être reçu. Mhm. Mais une fois que c'est fait, il y a une certaine carapace. Mais je pense qu'on n'est jamais... Tu sais, les critiques sont rarement dures au Québec. Mais on n'est pas en De nos France, jours, là. ouais. Ouais, tu sais, où ils sortent le lance-flamme des fois, puis tu t'en relèves jamais. Ici, au Québec, on ne fait pas ça. La critique est quand même bienveillante. Oui. Donc ça j'en suis revenue un peu, mais j'étais terrorisée quand mon premier roman est sorti, ça c'est clair. Mais maintenant, je me dis, hey, j'ai envie d'écrire ça là, puis bon, je vais l'écrire. Tu sais. Puis comme quand j'ai écrit Leur mauve sur les vieux, je me suis dit, ça va intéresser personne. C'est pas grave, j'avais envie de l'écrire parce que mes parents vieillissaient, puis j'avais envie d'écrire là-dessus. Donc, je me suis fait une certaine carapace. Mais comme journaliste, oui, on se fait une carapace, mais on se fait jamais une carapace totale parce que des fois, les courriels peuvent être tellement violents. Hein. Tu dois penser quelque chose, tu dois en recevoir. J'en reçois quelques-uns en lien avec mes articles, mes chroniques d'opinion dans le Fugue, le magazine LGBTQ+. Mais je crois que quand la presse inscrit mon courriel pour me rejoindre, il y a un petit bug. Fait que ça se rend pas jusqu'à Ah moi. ben c'est mieux comme ça peut-être. Je pense que oui, parce que j'écris sur 1 million de sujets à la presse. Mais depuis des années, surtout en été, aux alentours de la fierté, on me demande beaucoup d'articles sur des réalités queer. Puis je sais que ça oblige des gens à cheminer dans leur façon de voir le monde. Et je suis convaincu que j'aurais plein de bêtises si mon courriel fonctionnait. Je pense que oui. Ouais. Mais tu sais, c'est la minorité. Il y a des gens qui sont extrêmement gentils, il y a des gens qui sont curieux, il y a des gens qui sont pas d'accord avec toi, puis qui l'expriment de façon extrêmement polie, Ouais. articulée et intelligente. Mais le 10%, là, la boue, la lit, sans... Moi, je pense qu'il faut pas le lire. Dès que je voyais des majuscules, je les lisais pas parce que je savais que c'était... Ouais. Si c'était tout écrit en majuscules, c'était des bêtises. J'avais pas fini mon secondaire, ça paraissait. J'étais une folle. En tout cas, bref, on a tout eu. Et je pense que les femmes sont davantage attaquées que Les les femmes, hommes. les personnes issues des communautés culturelles et sexuelles. Oui, oui. Complètement. Alors, et on s'attaque physiquement, tandis que je sais que mes collègues, j'avais écrit là-dessus, puis j'avais parlé à mes collègues Yves Boisvert et Patrick Lagacé, qui reçoivent beaucoup, beaucoup de courriels. Et eux aussi se faisaient traiter d'impérialistes, puis de valets, de démarrais, tout ce qu'on veut, tous les classiques, quoi. Ouais. Mais on s'attaquait jamais physiquement à eux. Parce que mes collègues féminines, Rima, Ouais. Marie-Claude Lortie, moi et tout ça, nous, ça, on s'attaquait. Des femmes sont peut-être plus vulnérables. Mais moi, ce que je me dis, c'est qu'il ne faut pas les lire. Dès la première ligne, quand tu vois que c'est des bêtises, tu ne les lis pas parce que ça peut devenir toxique. Moi, c'était ma manière de me protéger. Donc, on m'a envoyé probablement beaucoup de bêtises que j'ai jamais lues. Et quand le premier roman a été publié, est-ce que tu as lu les critiques? Ah, toutes. Te rappelles-tu de la première fois qu'une critique a été publiée puis tu as fait ah, je vais lire le point de vue de quelqu'un sur mon œuvre? Bien, je me rappelle, pour ce livre-là, Nathalie Petrovski, c'était-tu Nathalie pour le premier? Je crois que oui, Nathalie. Et elle peut être assez lapidaire, là, Nathalie. Oui. Mais non, la critique avait été bonne. Mais oui, j'avais peur. Là. T'as hâte que ça sorte. Là. Puis est-ce C'est que... sûr qu'on est vulnérable parce qu'on se met davantage à nu que dans les journaux. Oui, Tu sais, comme journaliste, comme écrivain, on se met à nu. Là. Tu sais, complètement. c'est nos fantasmes, nos peurs, nos obsessions. C'est ça qu'on met dans nos personnages. Est-ce que je me trompe ou tes parents étaient encore vivants quand tu as publié ton premier roman? Oui, Est-ce qu'ils étaient en état pour le lire et l'apprécier? oui, mais mes parents, tu sais, j'ai 2 sœurs, on est 3 filles, puis on est les 7e merveilles du monde. Là. Ah ouais. Alors, j'avais aucune crainte. Là. Je savais que, tu sais, ils seraient dithyrambiques. Là. Tu Mais sais, as-tu senti ou vu une étoile dans leur regard sur l'une de leurs petites filles qui publiait un livre? Parce que ça a encore une connotation très noble dans la tête de Ah la oui. majorité des gens. Oui, puis mes sœurs, puis bon... Non, c'est sûr, mon chum aussi, tu sais, qui m'a vu suer sang et eau, là, tu sais, et surtout ne pas être disponible. Et puis, tu brasses la sauce, puis non, mais tu sais, t'es pas là, t'es avec tes personnages. Là, Ouais. tu sais. Ta plume est reconnue pour sa sobriété. Tu donnes beaucoup dans l'économie de mots. Tu m'as déjà dit que tu retirais la moitié des adverbes et des adjectifs pour demeurer efficace, pour ne pas être trop appuyé. Puis,
je me demandais si ta plume littéraire avait changé à travers le temps. Parce que moi, je vois des mauvais plis que je n'ai plus, des trucs qui se solidifient, des éléments qui changent à travers le temps, parce que ça fait bientôt 10 ans que j'ai publié le premier. Ça fait 8 ans dans ton cas. Est-ce que tu as vu des nuances, des transformations dans ta plume littéraire? Oui, mes phrases sont peut-être plus longues qu'elles ne l'étaient, mais même si les phrases sont plus longues, je passe toujours un papier sablé parce que j'enlève j'enlève des adverbes, j'enlève des mots de trop, j'enlève parce que le style fleuri, je n'aime pas le style fleuri. Quand Ouais, je lis, ça m'agace. ouais, Alors, c'est sûr que quand j'écris, je n'aurai pas un style... Comme par exemple Philippe Kerr. ouais. Parlons de Philippe Kerr et sa Parlons de trilogie. Philippe Là. Kerr. Bon, moi, je trouve ça insupportable. Ça n'a pas de bon sens, là. Hein, c'est qu'il ne faut pas non plus qu'une plume trop extravagante masque complètement. Ou ça dépend. De toute façon, on peut faire ce qu'on veut là, quand on écrit des Moi, livres. j'appelle Là. ça des plumes qui se regardent écrire. Oui, on peut dire ça aussi. Donc, ça masque l'histoire, le Ouais, propos. exact. Et alors, tu sais, Pierre Foglia, par exemple, il y avait une sobriété dans son style. Jamais un mot de trop. Et jamais tu devais relire. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Parce que tu te perdais dans son histoire. C'était d'une clarté. Mais il y avait énormément de travail dans ses chroniques. Moi, j'ai l'impression, si je peux m'auto-qualifier, que je suis peut-être entre ta sobriété puis le côté fleuri de Philippe Kerr, en ce sens que mes phrases sont plus longues. Il y a un côté imagé qu'on pourrait associer à un aspect fleuri, mais j'ai une volonté, sûrement parce que je suis journaliste, d'une grande clarté, Ah oui. d'une fluidité, que ça semble se lire tout seul et que c'est donc facile à lire, mais tellement d'efforts à écrire. Donc, je pense que je suis entre les deux. La majorité de tes livres ont quelque chose de frontal, de cru, un peu rentre-dedans. Tu dis que tu ne donnes pas dans le fleuri. Moi, je m'étais noté que tu ne donnes pas dans le cutie cute. C'est pas vraiment toi. Pourquoi c'est plus naturel pour toi de nager dans les eaux de la frontalité? Belle question, $1 million. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu sais, c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Là. Comme souvent, j'ai une amie qui m'a dit pourquoi tu es si dure dans les salles de rédaction? Tu as tellement eu des belles années, tu t'es tellement fait de grandes amitiés à la presse. T'sais. Mais je dis parce que c'est pas la presse. Ce que j'ai décrit, c'est les travers d'une profession. Ouais. Et Dieu sait qu'on en a. Ouais. S'il y a une profession qui a des travers, c'est bien la presse. C'est pas la presse, mais Le la journalisme. presse en général, là, les médias. Mais c'est sûr que j'ai été super bien traitée à la presse. C'est un milieu vraiment chouette. Je me suis fait de grandes amies. Je me suis fait des amis à la vie et à la mort. Amis I et amis E. Mais non, ce que j'ai décrit, c'est la profession. Tu sais, comme s'il y a un fait divers, on est tous là et on se jette comme des vautours sur... Je prends par exemple Haïti, quand il y a eu le tremblement de terre. Donc, ça a été 7 journalistes pour un pauvre Haïtien qui cherchait sa famille parce que, tu sais, on se jette sur les victimes parce qu'on veut avoir l'histoire, on veut avoir l'exclusivité, on veut être les premiers, on vit un peu de ça. Tu sais. Donc, je trouve qu'on fait vautour par moment et on se nourrit, on est comme des vampires, on est des vautours, on se nourrit de la misère des gens, de caricature. Ouais. Mais il y a de ça aussi dans ce Tu métier-là. voulais nous Puis pas rendre juste à Montréal. la monnaie de notre pièce? À l'étranger aussi. Bien, je trouve que c'est ça qui est intéressant. J'ai pas envie d'écrire « Oh, qui sont fins, qui sont donc gentils, les formidables journalistes qui se battent pour le droit du public à l'information. » Non, je ferai un essai si j'ai envie de dire ça. Mais même quand tu écris sur d'autres thèmes dans tes livres que le journalisme, il y a quand même ton côté très direct. Oui, oui, Donc un ça, peu abrasif, là. Sortons la laine d'acier. j'aurais pas dit ça, mais tu trouves que t'es abrasive? Non, j'essaie de... Ça dépend, j'essaie... C'est que j'aime que mes personnages soient un peu tourmentés, ni tout blanc, ni tout noir, mais gris. Tu sais. Je suis beaucoup dans les nuances de gris. C'est ça que j'aime. T'as d'ailleurs fait un clin d'œil d'en partir pour raconter à ta lecture des 50 Shades of Grey. J'avais du mal à t'imaginer, toi, Michel Louimet, en train de lire ça. C'est Ben que oui. je savais pas que c'était Fifty Shades of Grey Tu quand savais même. pas? Ah non, Ah non, c'était parce Sophie que- qui t'avait prêté le livre. C'est ça, mais j'étais partie en catastrophe, puis j'avais dit, Sophie m'avait dit, ma fille, ben, je vais te passer ma liseuse. Je m'écoute, dedans, il y a un livre, il paraît que c'est un grand, grand, grand succès. Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. Et c'était Fifty Shades of Grey. L'as-tu fini? Et c'est tout ce que j'avais à lire. Là. Donc, je ne l'ai pas fini, c'est insupportable. Là. C'est tellement mauvais comme livre, c'est incroyable. Je me suis dit, ça, un grand succès, ça, un best-seller, ça, des fois, les bras m'ensient. Ouais. Tu sais, il n'y a aucune originalité, là, les scènes En tout cas, j'ai trouvé ça... et c'est bourré de clichés. C'est vraiment très, très mauvais. Mais ce qui était drôle, c'est que je couvrais les salafistes, donc des djihadistes,
des intégristes musulmans purs et durs en Syrie. Et je lisais Fifty Shades of Grey, le livre probablement le plus cochon qui puisse de l'heure. Fait que le contraste est intéressant. D'ailleurs, une fois à Kaboul, à l'époque, on avait des DVD et j'avais apporté la série Sex and the City. Ouais. Donc, ça faisait comme un contraste aussi avec ce que... Ça me faisait du bien, là. C'était comme un sas. Puis pour en revenir à l'adjectif abrasif que tu as utilisé, c'est ça qui vient naturellement dans ta plume. T'as pas besoin de te forcer pour Non, aller ça, je me là-dedans. force pas. Non, c'est ça. Je me dis, je veux pas... dans mes livres, je ne veux pas faire la leçon, je ne veux pas faire la morale, c'est pas ça. Je veux raconter des histoires et c'est évidemment le côté un peu névrosé qui m'intéresse. Donc, le côté névrosé du métier de journaliste. Je suis sûre qu'il y a un côté névrosé du métier des policiers, médecins, tout ça. Alors, c'est ça que j'avais expliqué à mon ami. C'est ça que j'ai envie de dire. Comment, dans le fond, on peut être obsédé Ouais. quand on fait ce travail-là et qu'on a une pression énorme et on veut avoir de l'exclusivité. On dira ce qu'on voudra. Là. Hey, moi, j'ai été recherchiste avant. Hein? Puis, hey, on disait aux invités, OK, on va vous inviter, mais allez pas ailleurs. J'étais Ouais. obligée de dire ça, là. Fait que ça date d'il y a longtemps, là. Tu as publié des romans, La Promesse, L'Heure Mauve, L'Homme au chat, le récit de tes périples de correspondante à l'étranger, Partir pour raconter, et tu as coécrit le récit biographique de Marie-Josée Duquette qui s'appelle Une battante au pays de Lou Gehrig. Tu retiens quoi de cette expérience-là de prêter ta plume à l'histoire de quelqu'un d'autre? Premièrement, Marie-Josée, c'est une grande amie. OK. Alors, et on a eu beaucoup, si j'ose dire, de plaisir à écrire ensemble. Marie-Josée, je disais, vous, ça avait coûté combien, donc, ça? Elle partait, elle allait dans son bureau, elle revenait avec un post-it, 5 243 et 50 cents. Tu sais, c'était une archiviste née. Donc, pour moi, c'était facile d'écrire parce que c'était comme si j'avais ma documentée. Et on a structuré ce livre-là ensemble, on s'est beaucoup parlé. Marie-Josée en écrivait des bouts, je les réécrivais pour qu'il y ait une unité de style. Donc, c'est vraiment un livre à quatre mains. Ouais. Et je connaissais bien Stephen, son mari, qui est mort de la maladie de Lou Gehrig. Et sa fille aussi, qui aujourd'hui va avoir 18 ans et qui a lu le livre. Hmm. Et Marie-Josée, quand elle l'écrivait, elle se disait, je sais qu'un jour, ma fille va le lire. Alors qu'elle était toute petite. Elle avait 10 ans, je pense, 10 ans, 11 ans. Et elle l'a lu. Et donc, je ne le referai pas. Je l'ai fait pour Marie-Josée, OK. mais je ne le referai pas. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'écrire mes affaires. T'sais, et d'avoir mes sujets, mes bébites, mes marottes, mes Tu obsessions. ferais pas comme moi, mes romans, mes récits poétiques et les biographies dans lesquelles je prête ma plume. Tu ferais Non. pas les deux. Non. Non, parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup et j'ai l'idée d'un prochain roman aussi. Donc, moi, en fond, ce qui m'intéresse, c'est d'aller sur le terrain, comme j'ai fait pour mon roman policier, L'Homme au chat. J'ai passé 2 semaines avec des policiers, j'ai des enquêteurs de Longueuil. Merci encore au chef de police de Longueuil qui a été tellement ouvert et qui a accepté sans aucune restriction que je suive ces enquêteurs pendant 2 semaines. Et j'ai rencontré plein d'ex-enquêteurs. Et c'est ça que j'aime. Aller sur le terrain et ensuite laisser tout ça de côté, m'avoir une toile de fond qui est vraie et leur raconter une histoire. C'est Fait- ça que j'ai envie de faire. Fait que je te donne accès à une grande politicienne, un grand politicien québécois, international, et je te demande de faire la bio, puis ce sera un non? Une bio autorisée? Oui. Non. Non, parce que là, la personne, elle va lire ça. Non, dans le fond, ce jour-là, j'avais les cheveux gris, puis j'étais très jolie, puis non, on ne s'est pas chicané comme ça. Non, non. Ah, je suis incapable. C'est contre ma nature, totalement. C'est différent du journalisme comme tel, C'est ça, de c'est la- sûr. C'est l'envers du journalisme, là. C'est comme si tu interviewais quelqu'un, puis la personne te demandait, je vais lire ton article Ah ah. après, puis change ci, change ci, change Ce que je ça. refuse en tout temps comme journaliste, puis quand je fais des biographies avec les personnes, je l'accepte, mais Oui, c'est pas c'est ça. souffrant. Mais moi, ça, c'est pas dans mon univers mental. Ouais. C'est ça. En fait, je ne veux surtout pas me comparer à Emmanuel Carrère, mais c'est ce qu'il fait, ce qu'il a fait dans L'Adversaire, où il a rencontré à quelques reprises Roman. C'est comme ça que s'appelait l'homme qui a tué sa famille. Puis c'est un homme, c'est une histoire qui a vraiment existé pendant je ne sais pas combien d'années. Il a fait croire qu'il était un médecin pour Médecins sans frontières, quand dans le fond, non, il avait fait 1 an ou 2 en médecine, puis il avait abandonné. Et là, il avait 2 femmes, je crois, et il vivait dans le mensonge constamment. Et à la fin, il était pris par les dettes, pris par ses mensonges, il allait être démasqué, alors il a tué sa famille.
Et il s'est ramassé en prison. Emmanuel Carrère raconte cette histoire-là de façon absolument admirable, qui s'appelle L'Adversaire, où il mêle la fiction à la réalité. Ouais. Et il a rencontré Roman en prison. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, aller sur le terrain et, à partir de ça, imaginer un monde, mais qui est crédible, parce que j'ai été sur le terrain et j'ai vu... Parce que moi, les policiers, j'en ai interviewé dans ma carrière. Mais j'ai jamais été dans un bureau d'enquêteur. Qu'est-ce qui se dit autour de la machine à café? J'en ai aucune idée. Est-ce que c'est quoi la dynamique d'un milieu d'enquêteur? Est-ce que les rivalités? C'est ça que je voulais savoir. T'sais. Quand le livre sur Marie-Josée Duquette et son histoire était sorti, c'est elle que j'avais interviewée, puis elle m'avait dit qu'elle s'était confiée à toi beaucoup plus qu'elle l'imaginait, puis que tes questions l'avaient poussée à s'ouvrir davantage. Je sais que ça a l'air un peu intense comme question, mais c'est quoi tes techniques pour mettre en confiance? Ah! Je pense pas que j'ai de technique. Je pense un de mes modèles, c'est Katia Gagnon. Katia Gagnon, je pense qu'elle confesserait une roche. Hein. Alors, je pense qu'il faut écouter, laisser place au silence, faire preuve d'empathie, puis être sincère. Hein. Moi, je ne vais pas faire de journalisme d'embuscade. Quand j'interviewe quelqu'un, il a la vraie raison pourquoi je veux l'interviewer. Des fois, c'est difficile de les persuader et de les convaincre, mais je pense que c'est ça. C'est pas sorcier, dans le fond. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de collègues qui font pas ce qui me permet d'obtenir beaucoup de confidences, de faire appel à leur propre sensibilité. Je pense qu'il y a beaucoup de collègues, particulièrement chez les hommes d'un certain âge, qui se donnent pas le droit d'aller là-dedans, alors que moi, c'est tellement naturel, puis je sens que je dégage une empathie dont tu parlais, une sensibilité, un non-jugement, un genre de bienveillance qui m'empêchera pas de poser des questions très difficiles et très pointues quand il le faut, mais au téléphone, quand on entend juste ma voix ou en personne, je mets ça en place. C'est pas... c'est très sincère, ce qui émane de moi, mais je le sais qu'en pesant sur ce bouton-là, la personne va s'ouvrir davantage. Mais tu sais, ça dépend de qui on interviewe aussi. Si on interviewe un ministre qui est dans l'eau bouillante et qui veut cacher des informations, ou un maire, ou bon, on a des techniques différentes. Ouais. Je me souviens une fois, j'avais fait une entrevue avec Ferrandez, Luc. qui était le maire controversé du plateau. Ouais. Il venait de changer le sens unique de 2-3 rues, puis il avait déclenché une émeute comme s'il venait de décapiter la moitié de la population du Québec. Et ça avait été complètement disproportionné. Il était épuisé. Et là, j'avais été à son bureau, puis j'avais dit, « Vous avez l'air fatigué, Monsieur Ferrandez. Comment allez-vous? Comment allez-vous? » Et là, ça a ouvert les vannes. Il dit, « Oh, je suis plus capable, je suis crevée, j'ai engraissé, ma femme est enceinte, je dors mal, j'en peux plus. » Puis je me regarde dans le miroir, puis je me dis, « Hey, t'as l'air d'un gros cochon, puis j'ai plus le temps de faire ça. » Puis j'ai peut-être... Foum! Ça a comme ouvert des vannes. Tu penses, c'est quoi mon article? Et on a laissé tomber le reste, puis ça a été ça. Ouais. Mais il faut dire que Ferrandez, c'est probablement la personne la plus facile à interviewer au Québec, parce qu'il se confie facilement. Mais j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui aurait eu le réflexe de faire... Il y a quelque chose qui se passe, puis malgré le sujet énorme que je pourrais couvrir, je vais juste lui demander comment ça va. Mais j'avais interviewé quelques fois, puis là, je voyais qu'il avait vraiment l'air fatigué, puis il sortait une grosse controverse. Quand je lui avais posé la question, ça a ouvert des vannes. Mais je suis arrivée au bon moment et j'ai posé la bonne question. Je sais que je suis insistant, mais penses-tu qu'il y a des collègues qui sont mal à l'aise à utiliser ou à connecter à leur sensibilité dans leur métier de journaliste? Peut-être. Je pense que ceux qui couvrent la politique, qui sont souvent qui doivent tirer qui doivent essayer de casser la langue de bois, Ouais. c'est difficile pour eux. Ouais. Donc, ils ont une approche différente. Quand je couvrais l'hôtel de ville, c'est pas comme quand je confessais quelqu'un qui a été victime d'une agression sexuelle. Là. Donc, tu t'ajustes. Ouais. Alors, ça dépend. Et dans le cas de Ferrandez, ce qui m'avait frappé, c'est que c'était un homme politique qui était dans une controverse. Oui. Alors, donc, normalement, j'aurais dû faire ce qu'on appelait le hot seat, mais là, c'était pas nécessaire. Mais là, ma question est très, très vaste, mais sens-tu des approches différentes d'une génération de journalistes à une autre? Ah, c'est une bonne question. Je sais pas. Je pense que ça va plus avec la personnalité du journaliste puis avec ce qu'il couvre. C'est Ouais. comme je reviens avec Katia Gagnon, elle a couvert beaucoup d'histoires sociales, Ouais. la DPJ, des histoires difficiles. Donc, elle a appris à poser les bonnes questions, à faire preuve d'une grande sensibilité. Et elle est sincère. Et Oui. les gens qu'elle interviewe doivent sentir ça. T'sais.
Mais j'ai des collègues à Québec, là, tu sais, Qui pourrait jamais faire ça. c'est parce qu'ils passent leur journée à essayer de sortir une déclaration qui va aller au-delà de la langue de bois. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu es tanné tu sais, de ramer dans la garnotte, là, et tu as tendance à être plus abrasif, là. Mais Tu essaies toutes sortes de techniques. J'ai l'impression que même si on met de côté l'aspect politique, que le journalisme, même encore aujourd'hui, est une profession très macho, très boys club, puis que ça a été difficile pour bien des femmes de faire votre place, et pour peut-être des personnalités comme moi qui misent sur leur sensibilité, aussi de faire leur place. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou tu n'as pas du tout senti ça, que c'est un métier de macho, de masculinité toxique? Non, je n'irai pas jusque-là. Non. C'est que les postes de direction ont longtemps été... Moi, quand j'ai commencé à la presse, c'était en 1989. Alors, les patrons, dans les années 1990, c'était des hommes et ils avaient des femmes à la maison qui s'occupaient des enfants. Alors, eux, la réalité d'une mère monoparentale qui court à droite, court à gauche, puis qui doit jongler avec des horaires, aller chercher l'enfant à la garderie, en même temps que tu couvres la grève des omnipraticiens, puis tu es collé au bureau jusqu'à 20 heures. J'ai déjà géré le party de 10 ans de ma fille à distance, parce que j'étais prise avec la grève des omnipraticiens, puis je ne savais pas à quelle heure je finirais. Ça, c'est une réalité à laquelle les hommes, les patrons hommes, ils vivaient en banlieue, ils avaient des femmes à la maison, ils n'étaient pas sensibles à ça. Je pense que ça a changé, Dieu merci. Mais il reste encore des chasses gardées d'hommes. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'hommes dans des postes de direction. Il y a qu'à Radio-Canada, par contre, ils ont beaucoup de femmes. Ouais. Hein? Beaucoup de femmes à l'antenne, beaucoup de femmes patronnes. Dans les journaux, dans la presse écrite, c'est plus conservateur, les changements sont plus difficiles, mais ça change. Mais il n'y a pas un côté fier à bras, agressivité, Il y avait ça. respecté. Mais je trouve que ça change. Okay. Je trouve... et en fait, le changement qui n'a pas été opéré, c'est la conciliation travail-famille pour les femmes. Comment, par exemple, être reporter à l'étranger en même temps que tu as des enfants? Ça, c'est très difficile. Ça, on ne l'a pas réglé. Et pourtant, sur le terrain, en Afghanistan ou en Syrie, par exemple, il y avait des reporters femmes. Mais peu avaient des enfants. Mm-hmm. Parce que c'est difficile de concilier ça. Tout comme d'être pigiste. Et oui. je sais que je peux en faire autant parce que je suis célibataire et sans enfant, là, parce que ça joue. Fait que je pense que c'est encore un bastion à... Bien, ça, tu vois, le changement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis, souvent, les femmes ne veulent pas devenir patronnes. Mm-hmm. Parce qu'elles n'ont pas envie de travailler 70 heures par semaine puis de s'occuper de leurs enfants, arriver complètement épuisés. Et il y a des choix aussi. Les femmes hésitent à prendre des postes de direction qui sont hyper exigeants, puis elles vont être obligées de choisir entre tourner les coins ronds avec la famille, tourner un peu les coins ronds au travail. Non, il y a beaucoup de femmes qui refusent de faire ça. Donc, il faudrait peut-être adapter les postes si on veut davantage de femmes. Scinder les postes en deux pour que les heures soient moins longues. Là, ils vont en avoir des femmes. Je nous ramène à l'écriture de récits biographiques. Quand je fais ça, j'ai l'impression de mettre en commun mes habiletés d'écrivain et mes habiletés de journaliste. Tu l'as fait une fois. Est-ce que c'est une impression que tu partages quand tu as fait le livre avec Marie-Josée, que c'était tes deux talents réunis? Bien, je n'avais pas l'impression d'être journaliste quand j'ai fait ça. Du tout? Malgré toutes les questions, la structure, oui, si on fait, comment oui. mettre en confiance quelqu'un? Oui, mais Marie-Josée, c'était une amie. Ouais. Donc, et je racontais l'histoire qu'elle a vécue. Mais elle-même a eu l'impression d'aller plus loin qu'elle le pensait, donc tu as été capable... Je la vois la semaine prochaine, on va s'en parler. Mais peut-être que c'est une déformation professionnelle, donc l'écoute, écouter la personne, ce qu'elle a à te dire, prendre des notes, structurer un récit. Mais je n'ai pas l'impression que j'ai fait une démarche journalistique en écrivant ce livre-là. Au contraire, je pense que d'écrire ce livre-là, c'est mon deuxième livre, m'a aidé dans mon travail de romancière. Je trouve ça prétentieux de dire ça, romancière. Mais c'est là que j'ai davantage une démarche d'autrice ou de romancière qu'une démarche journalistique. Parce que j'ai vu des travers, j'ai vu ci, j'ai vu ça, et ça m'a aidé. C'était comme mon deuxième livre, puis pour moi, ça a été important, parce que tu écris un livre, mais la question que tu te poses, c'est est-ce que je n'écrirai qu'un livre dans ma vie? Oui, alors, c'est ça. Ça m'a permis de briser cette glace-là. Il y a eu cette crainte-là pendant un temps? Bien, je me suis dit, crainte est un grand mot. Est-ce que je suis capable d'écrire un deuxième, un troisième? Et puis, je me suis dit, hey, ça me tente d'écrire, je vais écrire, là, c'est tout. Là, tu as le droit de me dire, Samuel, tu vas trop dans la psychopop, mais je sais qu'il y a une humilité chez toi, mais est-ce qu'il y a un doute de tes talents?
Est-ce que je vais être capable d'écrire un deuxième livre alors que le premier a été bien reçu, était bon, bien écrit et que tu avais des décennies d'expérience comme journaliste? Pourquoi tu n'aurais pas été capable d'en écrire un Mais deuxième? en fait, c'est qu'il faut trouver l'idée. Il faut Oui, trouver le sujet qui te branche, qui t'habite. C'est peut-être plus ça. Parce que c'est sûr que je suis capable d'écrire. oui. Ça fait 30 ans que j'écris. Fait que ça, c'était clair. Oui, mais est-ce que je vais trouver le souffle? Est-ce que je vais avoir... Alors, comme pour leur mauve sur les vieux, ben, j'ai passé 2 ou 3 semaines, je me souviens plus, dans 2 résidences pour personnes âgées, Ouais. pour voir comment. Puis j'ai passé une nuit, puis j'ai fait une sortie. Et c'est ça que j'aime. Alors, ça, oui. Une fois que j'ai fait ça, j'ai dit oui, OK, là, j'ai une histoire. Mais, puis pour mon prochain roman, je vais faire un peu la même chose. C'est ce que j'aime, c'est allier le travail de journaliste de terrain et ensuite en faire un roman. Donc, me libérer des contraintes est-ce que Janine s'écrit avec 2 N ou avec un N? Je vais la rappeler, est-ce que c'est vraiment ça qu'elle m'a dit? Puis là, tu réécoutes tes tapes. Non, là, on est ailleurs. On va se parler du prochain roman à la toute fin, mais je veux parler de Partir pour raconter. Sachant qu'on allait se rencontrer pour le balado, j'ai demandé à avoir ton livre pour le lire au complet. Euh, je l'ai trouvé fascinant, instructif et profondément troublant, particulièrement la section sur le Rwanda. Puis je me suis dit, Samuel, tu ressens ça en le lisant. Imagine si tu l'avais vécu. Le fait d'avoir à écrire, là je parle du Rwanda, mais il y a plein d'autres moments très troublants que tu racontes. Le fait de les écrire, ça t'a fait quoi? Bien, le Rwanda va toujours rester quelque chose de très marquant, là, parce que j'ai été traumatisée, là. C'était trop d'horreur, là. Il n'y a personne qui... j'étais pas prête, mais il n'y a personne qui est prêt à avoir des centaines de cadavres qui sont là depuis 2, 3 semaines, puis qui sont à moitié putréfiés, puis... Et qu'on laisse là pour que la presse le voit Oui, et en parle. oui. Pour que l'armée Tutsi ramassait pas les cadavres, parce que les journalistes commençaient à rentrer au Rwanda. Alors, je leur prête des intentions, mais j'ai l'impression que c'était un peu ça, pour que la presse internationale puisse témoigner des massacres. Ouais. C'est sûr que moi, j'avais vu un cadavre dans ma vie. C'était dans un salon mortuaire. Il sentait rien, puis il était tout pomponné. Alors, entre ça et un village dans le fin fond de l'Afrique où tu as entre 500 et 1000 morts, je ne sais pas combien il y en avait, tout enlignés, des bébés, des femmes, des enfants, massacrés, une tête là, un bras là, mais tout enlignés dans les champs ou dans le l'église fossé, où je ne ouais. fais même pas marcher tellement il y avait de cadavres. Sinon, j'aurais pilé sur un cadavre, puis le bébé sur sa mère. Puis ça, c'est sûr que ça m'a traumatisée. Alors, j'étais très calme quand ça s'est arrivé. Je prenais des notes. D'ailleurs, j'ai une photo de moi au milieu du village. J'ai l'air complètement décalissée, là, complètement, dans un état second. Et mais quand je prenais des notes, puis j'étais avec un photographe japonais qui est encore plus perdu que moi, je pense. Et on s'était échangé Ouais. nos adresses, puis il m'avait envoyé la photo. Ouais. Et après ça, le lendemain, j'ai passé une nuit infernale, parce que je n'avais pas découvert encore les vertus des somnifères. Ouais. Mot qui Et revient souvent dans ce livre. oui, et je dormais sur un matelas éventré, là. C'était un hôpital qui servait de quartier général à l'armée Tutsi, là, l'armée minoritaire, les Tutsis qui étaient massacrés. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, ben, je tremblais, puis je pleurais, puis ça a duré 24 heures. Fait que là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui s'est cassé en moi. Il faut que je sorte du Rwanda. Mais je ne suis pas capable de sortir. Ça m'a pris à peu près une semaine avant de sortir du Rwanda. Fait que j'ai pris mon mal en patience. J'ai rencontré des journalistes britanniques. On a voyagé un peu ensemble à l'intérieur du Rwanda. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui m'a profondément traumatisée. Tu as écrit là-dessus une première fois des articles. Des années plus tard, tu es revenu sur cette expérience pour le livre. Est-ce que ça a rouvert des plaies ou ces plaies peut-être n'étaient-elles jamais refermées? Elles se fermeront jamais, ces plaies-là, parce que c'est comme si j'avais touché la folie de l'homme avec mon doigt, là. Je l'ai vu, la folie de l'homme, la folie destructrice, là, la violence, là, à l'état pur, la folie. Et ça va toujours rester là. Mais Toujours. quand tu as écrit ces passages-là, qu'est-ce qui t'habitait pour le livre? Ben, c'est sûr que ça me trouble, mais tu sais, je suis un peu comme j'écris dans le livre, comme une entomologiste là, qui regarde que je suis concentrée sur la tâche. Donc, le fait que je sois concentrée sur la tâche évacue un peu les émotions, là. Mais après, quand je le relis une fois que c'est écrit, ben, c'est comme la photo. Je la regarde jamais. Je sais où elle est, Ouais. dans le fond de mon garde-robe.
Mais c'est pas une photo que je vais regarder. Je l'ai regardée quand j'ai écrit ce chapitre-là. Mais c'est sûr que c'est quelque chose de difficile. Et aussi, c'est quand je suis revenue à Montréal, mes patrons savaient que j'avais vu des horreurs parce que je les avais écrites. Mais j'ai jamais voulu consulter. Ils savaient ce que j'avais vécu, mais je ne leur ai jamais parlé de mon désarroi. Parce que je me suis dit, oh, ils vont dire que je suis une fille, puis je suis trop fragile, je ne serai pas capable de retourner sur le terrain. Mais c'est fou parce que jamais ils se seraient dit ça. Ça, c'était dans ma tête. Là. Ouais. Fait que je pense que j'ai souffert d'un choc post-traumatique qui n'a jamais été diagnostiqué, si tu veux. Mais tu sais, les tremblements, puis ensuite, j'ai été complètement déréglée, puis j'ai pris des médicaments. J'avais l'hypophyse complètement déréglée, puis j'ai pris des médicaments pendant 1 an. Mais je souhaite pas ça à mon pire ennemi. Si je tiens pour acquis que l'épisode du Rwanda est un des plus souffrants à raconter à nouveau pour le livre, quels ont été les 2 autres les plus confrontants à revisiter? Ben, il y en a un dont j'ai pas envie de parler. C'est correct? Et l'autre, je pense que je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est ceux qui survivent aux guerres. Donc, les camps de réfugiés. Ouais. Et j'en ai fait un peu un autre. Là. Des camps de réfugiés, j'en ai fait, là. Mais à chaque fois, c'est un peu le même choc. Les gens qui sont là, qui ont tout perdu, qui viennent de tout perdre ou qui ont tout perdu. Il y avait un grand camp de réfugiés au Pakistan, Kachagari. Les gens ils étaient là depuis 20 ans, là, depuis 30 ans. C'est ça leur là. réalité. Ils étaient nés là. Et puis, donc, ensuite, on se demande comment ça se fait qu'il y a des talibans, là. Et c'est des machines à fabriquer des terroristes, ces camps-là. Et tu vois, ou bien en Syrie, les camps étaient tout frais, parce que la guerre durait depuis peut-être 1 an quand j'y étais. Ces gens-là ne savent pas, est-ce que je vais rester là 6 mois, 10 ans, 15 ans, ma vie est finie, est-ce que je vais pouvoir retourner chez moi? Les enfants sont traumatisés, au moins il y a bruit, ils pensent que c'est une bombe. Aussi, les camps palestiniens au Liban. Ces camps-là existent depuis 1948. Je les ai tous faits. Hein? Sabra Shatila, ceux de tir. Et c'est toujours 90% de dépression, 90% de taux de chômage. Ces gens-là n'ont pas de droit, dépendant des pays où les camps palestiniens sont installés. Ils n'ont pas le droit de vote ou ils n'ont pas le droit de travailler. Et ça c'est difficile. Puis certains te demandent, pouvez-vous m'aider? Puis tout ce que tu peux leur dire, c'est non. Je ne peux pas vous donner d'argent, je ne peux pas vous aider, mais je peux raconter votre histoire. Ouais. Et ça, c'est difficile à dire. Non, je ne peux pas t'aider. Non, tu ne peux pas venir avec moi. Pensez-vous que j'ai des chances de venir au Canada? La Syrie, musulmans, Puis je leur dis, le Canada est très dur dans ses politiques pour accepter. Donc, c'est ça que je trouvais dur, peut-être, mon impuissance, là. Je suis convaincu que ton réflexe, c'est jamais d'aller dans le sensationnalisme, mais tu veux dire les choses telles qu'elles sont. Tu veux raconter les horreurs que tu as vues. Comment tu choisis ce qui est racontable, les images que tu peux transmettre et celles qu'il faut garder dans l'obscurité? Moi, je ne suis pas à la télé, hein? Alors déjà, c'est beaucoup plus facile. Mais les mots créent des images très fortes malgré tout. Mais les mots, juste l'explication que tu m'as donnée sur le Rwanda il y a 3 minutes, oui. il y a plein d'images qui apparaissent dans nos têtes. Qu'est-ce qui oriente tes décisions pour ce que tu partages ou pas? En fait, comme pour le Rwanda, quand j'ai décrit le petit village de Rukara où il y avait tout, j'ai décrit les mouches plus grosses comme ça, l'épaisseur du silence qui était complètement assourdissant. Les cadavres, les gens qui sont là depuis 2 à 3 semaines. Puis donc, on commence à deviner le crâne parce que la peau a commencé à fondre. L'odeur, la chaleur. Oui. Alors, donc, ça, je décrivais. J'ai fait aussi les camps de réfugiés du Darfour à la limite du Tchad, entre le Tchad et le Darfour. Alors là, il y avait beaucoup de cas de viol. Alors, il faut que tu prennes 3-4 paires de gants blancs, même si ce que la personne te décrit peut être très cru. Parce qu'il faut que tu sois seul avec la femme, avec une femme traductrice. Il faut que tu trouves une femme qui traduit. Puis il n'y a aucun homme dans la... Et là, la personne se confie. Il faut que tu enrobes un peu parce que il y a des choses qui sont tellement crues que c'est comme si... j'essaie d'aller le plus loin possible sans choquer les lecteurs qui reçoivent ça. Ils sont assis à table, puis la presse, c'est un journal familial. Il y a des enfants, des ados qui lisent ce journal-là. Est-ce qu'on t'a déjà écrit, est-ce que des lecteurs t'ont déjà écrit en te disant que
tu allais trop loin dans la Non, description. non. Puis les patrons m'ont toujours laissé quand même une grande marge de manœuvre aussi. J'ai l'impression que ce livre-là, Partir pour raconter, aurait pu avoir 800 pages. Et il y en a Ah! 300, des chapitres très courts. Puis, pourquoi t'as pas fait un deuxième tome ou pourquoi t'as pas écrit un livre plus long? C'est d'une banalité sans nom comme question, mais j'ai l'impression que si on revient à ma question de départ, où on doit toujours laisser des choses de côté, là, j'ai l'impression qu'il y a encore plus que tu pourrais nous dire. Ben, j'avais écrit tout un chapitre sur le tremblement de terre en Haïti. Et j'avais écrit un chapitre aussi sur le tsunami au Japon, donc tu sais, les grandes catastrophes. Euh, Puis en Haïti, j'étais retournée pour couvrir le choléra, puis le tremblement de terre. Mon éditeur m'avait dit, ah, regarde, concentrons-nous sur les pays musulmans. Tu sais, à part Le le Rwanda. Rwanda, j'ai fait beaucoup de pays musulmans, puis je trouvais que oui, tu sais, puis je ne fais pas tout raconter. C'est parce que j'ai fait des désastres naturels, mais je trouvais que c'était une bonne idée. Donc, j'ai sacrifié ces 60 pages-là, si tu veux, que j'avais déjà écrites, pour me concentrer là-dessus. Je trouve Ferais-tu un que c'est correct. tome C'est 2? bien si le lecteur dit « Ah, j'en aurais pris encore », c'est parfait. Si je te dis, pas j'en aurais, mais j'en prendrais encore. Ouais. Écrirais-tu un tome 2 sur tes autres expériences à l'international? Non, parce que premièrement, déjà, en partant, écrire ce livre-là, j'avais un malaise. Ah ouais? Oui, parce que je me suis dit, premièrement, qui suis-je pour écrire ça? Il y a quelque chose d'un peu prétentieux. Je veux raconter, tu sais, mes reportages à l'étranger. Alors que jamais ça m'a passé par la tête en te lisant. Puis là, je me suis dit, bon, OK, je sais ce que je vais écrire. Je vais écrire un peu le behind the scenes, comme on dit, comment ça se passe vraiment, comment, dans le fond, on est bien plus désorganisé que les gens pensent, comment il faut prendre des décisions de dernière minute, comment on peut être vulnérable aussi quand on est sûr. Donc, je ne voulais pas écrire le genre de livre et je me suis baissé la tête et la balle a sifflé dans mes oreilles. Ça, je ne voulais surtout pas faire ça. Alors, je voulais montrer comment ça peut être difficile et chaotique, un reportage à l'étranger. Et je pense qu'en choisissant ces pays-là, ces destinations-là, je suis arrivée à mon but. Donc, je n'irai sûrement pas écrire un deuxième tome parce que là, déjà, j'étais plus ou moins à l'aise d'en écrire un premier. J'ai l'impression que tous ceux qui prennent une retraite disent, tiens, je vais raconter mes reportages et puis je vais écrire un livre. Je faisais partie un peu de ça. Puis j'étais plus ou moins à l'aise. Puis j'ai fait comme je fais d'habitude. Hey, j'ai envie de l'écrire, je l'écris, puis tant pis. C'est un peu comme ça, tu sais. J'ai envie d'écrire, j'écris. J'imagine un peu la réponse, mais parce que tu me dis ne pas vouloir écrire un tome 2 sur les expériences à l'étranger, mais on sait tous que tu écris sur plein de sujets au Québec et au Canada. Tu étais patronne à la presse parce que plusieurs d'entre vous alternaient des années comme patron-patronne avant de retourner sur le terrain. Moi, peut-être parce que je suis journaliste, je lirais sur ces expériences, sur ce behind the scene. Est-ce que je comprends que tu n'écrirais jamais là-dessus? Non, j'écrirai pas. Des fois, je me dis, bon, tu sais, j'ai fait sur d'affaires en 29 ans à la presse. J'ai vécu dans un taudis pendant 2 semaines et j'ai attrapé la gale. C'était Ah tellement non! sale. Oh, ouais. J'ai travaillé dans une pizzeria la nuit, j'ai torché des toilettes dans un Tim Hortons, j'ai été caissière, j'ai été téléphoniste érotique, j'ai été tireuse de cartes. Tu sais, j'ai vraiment fait de tout. Mais Michel, je veux un livre là-dessus. Non, mais j'avais une idée, puis la presse me disait « Ah, ouais, let's go! » Tu sais, la presse a toujours été ouverte, même à mes idées les plus folles. Là. Tu sais, c'est pour ça que je te dis que vraiment, la presse m'a toujours bien traitée, m'ont toujours dit oui. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Entre autres, là, tireuse de cartes au téléphone. Ah, écoute, j'en dormais pas la nuit, là, parce que les gens m'appelaient, puis Te croyais? Oui, ils me croyaient, mais tu sais, j'avais une grosse responsabilité. Puis à la fin, quand tu appelles l'employeur, puis tu lui dis, écoutez, je suis pas tireuse de cartes, mais je suis journaliste. Bien, ils ont appelé tous les clients que j'avais, puis ils ont tout écouté ce que j'ai. Et puis aussi, téléphoniste érotique. Ouais. Hey, là, c'est une misère sexuelle là, que tu touches, là. Fait que je trouvais que c'était des sujets... Mais tu le vois, l'intérêt du behind the scene. Je suis Ouais. sûr que tu le vois. Tu l'écriras pas, mais tu le vois. Mais c'est parce que je l'ai déjà écrit, tu sais. Non, c'est ça, c'est le côté... ce qui me dérange, c'est le côté... Hey, regardez, j'ai fait ci, puis j'ai fait ci, puis j'ai fait ça. Ça, j'ai jamais été à l'aise avec ça. Déjà, je me suis un peu pilée dessus pour écrire, partir pour raconter. Alors, puis je l'ai fait parce que j'avais envie, à quelque part, de le faire, mais comme je l'ai fait,
Mais non, je pense pas. Et comme jeune recherchiste et journaliste intéressé par l'international, tu admirais un certain Pierre Nadeau. T'aimeras pas ma prochaine question. Est-ce que tu es consciente qu'avec des Jean-François Lépine et Lucie Pagé, tu es le Pierre Nadeau d'une autre génération? Oh mon Dieu! Je me suis jamais vue comme ça parce que Pierre travaillait pour la télé. Oui. Moi, je suis pour l'écrit. Mais Pierre, j'avais une telle admiration pour cet homme-là. C'est un vrai gentleman. Hein? Et écoute, on a travaillé très étroitement ensemble pendant 5 ans. On s'est toujours vouvoyés. Pas vrai. Oui. Je l'appelais Pierre, il m'appelait Michel, puis on se disait vous. Moi, je te tutoie gros comme le bras Ah depuis oui, le début. mais c'est ça, mais c'était comme ça. T'sais. Puis j'ai revu Pierre après. Je l'ai revu comme quand il était très malade et qu'il y avait le Parkinson et tout ça. Puis là, on avait une amie commune qui disait hey, là, ça va faire de tutoyez-vous. Mais on n'était pas capable parce qu'on avait des années de vouvoiement derrière la cravate. Le pli était beaucoup trop pris. Mais Pierre, ce qui m'a appris en le côtoyant, parce que j'étais sa recherchiste, c'est d'abord l'intuition. C'est un journaliste très intuitif. Et aussi, il se faisait un plan, mais il prenait les perches qu'on lui tendait. Si la personne disait quelque chose, il mettait ça de côté. Ben oui. Et c'était aussi quelqu'un de très baveux, mais de toujours extrêmement poli. Ce qui le rendait encore terriblement efficace. T'sais. Alors, toujours un petit peu, c'est ça, baveux, là, le petit ton baveux. Là. Donc, il n'était pas agressif. Son agressivité, si on veut, passait à travers un peu l'ironie et le fait qu'il était baveux. Mais il jappait jamais après un invité, si tu veux. Mais tu ne vois pas, tu ne sais pas qu'il y a des gens qui t'admirent comme on a admiré Jean-François Lépine et Lucie Pagé? Non, pour moi, c'est comme je te dis, mon cerveau absorbe pas ça. Pourquoi? Je sais pas. Comme la même raison pour laquelle j'écrirai pas un deuxième tome, puis la même raison pour laquelle ça a tout pris pour que j'écrive ce livre-là. J'aime Déjà- pas être de l'avant. Je vais faire un parallèle dans un autre domaine. Quand j'ai reçu Michel-Marc Bouchard ou si je recevais Michel Tremblay, je me permets de leur dire que c'est leur travail de défrichage pour les réalités LGBTQ+, en art et dans la société qui permettent à des personnes comme moi d'être libres aujourd'hui. Et ils en sont conscients qu'ils ont fait un travail, mais ton cerveau, tu lui donnes pas le droit d'aller là, de voir que tu as accompli des choses, que tu sers de modèle à des plus jeunes. Tu te permets pas d'aller là. Bien, tant mieux si j'ai servi de modèle à des plus jeunes, mais pour moi, ce qui était plus important, peut-être, c'était pendant 3 ans, diriger le stage à Ouais. la presse l'été, donc transmettre, si tu veux. Ouais. Et quand on me demande dans les écoles secondaires, à l'université ou au cégep d'aller donner des conférences, par exemple, bien, ma façon à moi de contribuer, c'est de refuser les cachets parce que les écoles n'ont pas d'argent. Puis je dis, hey, j'ai été bien payée toute ma vie par la presse, donc je vais aller transmettre ces connaissances-là, puis ça va me faire plaisir, tu sais. Est-ce que tu prendrais une tâche d'enseignante? Non. Non? Non. Comme prendre être à une session en entier et enseigner le journalisme à l'écrit ou... Non? Non. Pourquoi? Parce que, comment je pourrais dire non? C'est peut-être ce que Pierre m'a montré, je suis instinctive. Donc, il faudrait que je mette des mots et que j'organise dans des cases ce que j'ai pratiqué comme métier. Parce que je l'ai fait par instinct. Donc s'il fallait que j'enseigne, ça me demanderait un effort inouï, là. Parce que j'ai pas... je le fais instinctivement. Donc- C'est comme écrire. Serais-tu capable de donner des ateliers d'écriture? Moi, je ne serais pas capable. Parce que ça se passe entre mon ordinateur et moi. Et naïvement, j'imagine que ça ne sortira jamais de mon ordinateur. Mais non, c'est faux, finalement. C'est publié. Mais je le fais depuis plusieurs années, des Ah ateliers oui? d'écriture, des ateliers de technique d'entrevue. Je fais exactement ce que tu viens de décrire. Je vais mettre des mots sur ce que je fais instinctivement. Fait que Ouais. je prends un pas de recul pour faire... Mais tu fais quoi, toi, Samuel? Puis là, je le décortique et je le rends plus clair pour des jeunes secondaires, des adultes, etc. Je comprends que ce soit un chemin que tu ne veuilles pas prendre, mais ça se fait. Ah, je suis sûre que ça se fait. Tu vois, la FPJQ m'a demandé si je voulais faire un atelier d'écriture pour leur congrès. Puis j'ai dit non, parce que je ne suis pas sûre que ma conception de l'écriture journalistique soit orthodoxe. Uh-huh. Mais, alors, parce que moi, ce que je dirais, c'est hey, les 5 W, là, oubliez ça.
Ça fait des leads insupportables. Ça fait des amorces lourdes. C'est pas vrai qu'en un paragraphe, tu te dis où, quand, comment, pourquoi, puis bon, etc. Là. Hey, t'as d'autres paragraphes, là. Respire un petit peu par les narines. Mais tu sais, c'est pas orthodoxe, là. Fait que j'ai pas... c'est pas assez orthodoxe que j'enseignerais, tu vois. Alors... C'est ironique parce que le fait que tu te sois permis ça, ça t'a sûrement permis de te démarquer et de durer. peut-être. Mais je leur disais tout le temps aux stagiaires, là, d'abord la clarté. Oui. D'abord la clarté. Ensuite, si vous avez du style, tant mieux. Mais tu sais, c'est ça, je leur disais, passez un petit papier sablé là, sur vos textes. Là, t'sais. Puis il faut qu'il y ait une chute. Oui. Il faut que tout se tienne. Là. Mais... Question $1 million. Comment tu décris l'état du journalisme à l'international au Québec? ben, on voit avec la guerre en Ukraine, non? Ça a été un bon baromètre. Hein? Radio-Canada a les moyens. Et, en tout cas, ils s'arrangent pour avoir les moyens. Ils ont envoyé beaucoup de journalistes. Ouais. Tout le monde y est passé, là. Jean-Michel Leprince, Marie-Ève Bédard, Céline Galipeau. Il y a beaucoup de journalistes qui ont été sur le terrain. En plus de Tamara Alterescu. En plus de Tamara, qui, elle, était en Russie. Donc, elle a été expulsée et elle a été en Ukraine. Donc, c'est vraiment un effort. La presse y a été une fois. Et puis, à part ça, je ne sais pas... ça coûte cher envoyer des équipes sur le terrain. Et c'est beaucoup une question d'argent. Ensuite, il y a eu la pandémie qui a fait un gros recul, qui a fait reculer le journalisme international parce qu'on n'allait pas sur le terrain, parce que c'était trop compliqué, les avions, voyager, la quarantaine et tout ça. Donc, les salles ont beaucoup moins voyagé. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que je crois que chez le lecteur, il y a un appétit pour les nouvelles internationales. Les gens veulent savoir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Je t'invite à me contredire si c'est le cas. J'ai l'impression que les Québécois sont moins intéressés par l'international que d'autres peuples le sont. Non, ça, je suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense que les Québécois sont très intéressés par ce qui se passe, très intéressés par ce qui se passe aussi aux États-Unis, très ouverts. Regarde l'Ukraine, le mouvement de solidarité, les gens, il y a une mobilisation, les gens veulent savoir ce qui se passe. Mais il y a une usure aussi. Comme des conflits comme la Syrie, par exemple, qui sont tellement immensément compliqués. Et long. Et alors, tu as besoin d'un bon puis tu as besoin d'un méchant. T'sais, alors, la guerre de l'Ukraine et de la Russie, tu as un bon, tu as un méchant. Mais en Russie, tu n'avais plus ça, tu n'avais que des méchants. Donc, les gens sont perdus, c'est confus, donc ils décrochent. Et leur capacité d'empathie s'émousse. Et c'est là qu'on perd les gens. Et c'est là que c'est important d'envoyer des journalistes du Québec à l'étranger dans des conflits qui s'éternisent, qu'on ne comprend plus, pour essayer de reprendre ça et de le prendre de façon simple et de dire, regardez, cette guerre-là, voici ce qu'elle fait. Voici les dégâts qu'elle fait sur les populations civiles. Voici, en gros, là, ce qui se passe. Qui se bat contre qui? Alors, si on ne le fait pas, bien, ça va tomber dans l'oubli et dans la lassitude. Parce que d'où vient le manque d'empathie? Ça vient de l'incompréhension du conflit et ça vient de l'impuissance. Les gens se sentent impuissants, donc ils décrochent. T'aimes pas ça de te sentir impuissante, de lire mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle? Si tu étais encore sur le terrain, tu irais cette année dans quel pays pour couvrir quel conflit, quel sujet? Bien, j'aurais aimé aller en Syrie du côté de Bachar. Et j'aurais aimé aussi, évidemment, aller en Ukraine. J'aimerais actuellement être en Iran. Oui. Mais, alors, partout où il y a des conflits, en fait, c'est pas compliqué. Est-ce que ça te manque? Oui, ça me manque beaucoup. Mais je pense pas que je serais capable encore. Parce qu'il y a une usure, hein. Mais... Pas juste physiquement, parce que ton corps a subi beaucoup de traumatismes, donc c'est plus dur physiquement, mais même psychologiquement. Ben, il y je a pense cette que la usure. capacité à prendre le stress diminue avec l'âge. Oui. Mais, alors, si tu as beaucoup de stress, tu vois, la capacité à prendre le stress, c'est un peu comme une cloche. Au début, tu as de la difficulté à prendre le stress, puis à un moment donné, tu es au top de ta forme, tu peux prendre beaucoup de stress et tu es hyper performant. Mais, tu commences à descendre la pente. Tu es de moins en moins capable d'encaisser le stress et la pression, et c'est normal, c'est un phénomène normal. Et la capacité à prendre le stress est très importante sur le terrain. Prendre la pression, prendre le stress. Il ne faut pas que tu paniques, il faut que tu restes calme. Uh-huh. Tout à l'heure, tu as fait un clin d'œil à ton rapport au mot romancière, mais là, tu as 3 romans de fiction à ton actif. Est-ce que tu acceptes le terme d'artiste, Michèle Ouimet? J'y ai jamais pensé.
j'ai de la misère. Au début, je disais, je suis une journaliste qui écrit des livres. Bon, là, j'en suis revenue, là. Il faut quand même que je m'assume un peu. Bon, là, le mot romancière, oui. Le mot autrice, oui. Mais artiste, je me vois pas. En fait, j'y ai jamais pensé. Même si tu vas bientôt publier ou écrire un 4e roman de fiction. Oui, mais tu sais, je le fais parce que j'ai envie de le faire, pas parce que j'ai le goût de le faire, mais pas parce que je me dis, il faudrait que je publie un 4e ou un 5e. À un moment donné, j'aurais plus rien à dire, j'écrirai plus. Tu sais, Et ça fait partie de la liberté. Tu sais. Mhm. Ah, j'ai ça à dire, tiens, je vais écrire un livre. Puis s'il y a personne qui veut le lire, ben, personne ne le lira, c'est tout. Moi, j'ai envie d'écrire ce livre-là. Je vais prendre la question autrement. C'est quoi pour toi un artiste? Je sais pas. C'est quelqu'un qui vit de sa création, que ça soit, peu importe le domaine. Mais je pense pas que les journalistes soient des artistes. Je Même pense que ceux c'est... qui écrivent des livres? Ouais, je parle des Parce que- journalistes, pas ceux qui écrivent des livres. Oui, oui, oui. Mais À ce moment-là, c'est... moi, je suis un artiste et un journaliste. Oui, tu vois, tu l'as dit. Et, Ouais. c'est ça. Mais tu n'es pas un artiste journaliste. Non, du tout. Voilà. Est-ce Alors. que tu es une journaliste et une artiste? Ben, je suis une journaliste et une autrice. Et l'autrice va écrire quoi pour son prochain roman? Ah, ben là, c'est un peu... tu sais, je ne vais pas jeter le mauvais sort sur mon... Tout à coup, ça marche pas. Tout à coup, À chaque ça- fois en entrevue, tu me le disais, puis ça fonctionnait. Fait que tu peux Ouais. essayer. Ben, ça va être autour de la santé mentale. Sur quel angle? Sur l'angle, ben, ça va être un peu comme leur mauve, qui était dans une résidence personnes âgées. Mais là, ça va être avec des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Comme à l'Institut Douglas? Oui, peut-être, mais le lieu va être moins important que les personnages comme tels. Et aussi beaucoup, surtout aussi, les proches de ces gens-là. Est-ce qu'on va être dans le roman policier comme Non. L'homme au chat? Non, on retourne... OK. Le roman policier, j'ai trouvé ça difficile. C'est le roman le plus difficile que j'ai écrit. J'en ai jamais fait encore. Ah, Pourquoi? c'est tough. Attache ta tuque. Mais il y a plusieurs années, j'avais envisagé que mon 2e roman soit un policier. Et là, je tombe sur le livre de Martin Michaud en vue d'une entrevue et je comprends tous les codes, tout ce qui doit entrelacer, toute la structure, la complexité. Puis j'ai fait, t'es pas rendu là, Samuel, mais pas du tout. Fait que ça prend de l'expérience, puis c'est complexe, écrire ça. Je ne sais pas si ça prend de l'expérience, parce qu'il y en a qui vont toujours écrire. C'est parce qu'il faut vraiment que tu aies le début, le milieu, la fin. Il faut vraiment que tu saches où tu t'en vas. Il faut surtout que tu aies la fin. Et là, il faut que tu structures ton roman en fonction de ça. Écoute, tu sais, 10 écrivains, 10 façons différentes d'écrire. Mais moi, c'était comme ça. Donc, parce qu'il faut que tu sèmes, à travers ton livre, des indices. Puis il faut que tout se tienne. Il faut qu'il y ait chaque... Alors ça, j'ai trouvé ça difficile à écrire. Alors j'ai l'impression que quand je vais écrire mon prochain roman, je vais être libérée du carcan policier, si tu veux. Est-ce que tu vas un jour regoûter au carcan policier? Peut-être. Je ne sais pas. T'as pas mis une croix là-dessus. Non, j'ai pas mis de croix. J'ai pas mis de croix sur rien, sauf prêter ma plume. Et On m'a peut-être... offert... Il y a quelqu'un qui m'a écrit puis qui m'a dit « Est-ce que vous aimeriez? » Puis on m'a pas dit c'était d'écrire sur qui. Puis j'avais dit non, j'envisage pas ça. Mais j'ai dit « C'est qui? » Tu sais, curieuse comme je suis, blette. « Ah ben écoutez, on peut pas vous dire, c'est confidentiel. » Bon, j'ai regardé ce qui sortait, puis mais non. Si un jeune journaliste te demandait d'écrire un tome 2 pour toi, dirais-tu oui ou tu dirais non? Avoir le point de vue, les questions d'un journaliste d'une autre génération sur tout ton vécu journalistique? Non, je pense pas. Parce que s'il s'écrit quelque chose, c'est moi qui vais l'écrire. Tu sais, la control freak, à quelque part, elle est là. petit peu, Elle hein? n'est jamais là. Elle n'est jamais loin. Fait que ce sera pas ma 5e biographie, c'est ça que tu me dis. Ben, quand tu dis jeune journaliste, c'est là que tu m'as égaré, là, parce que tu peux plus te considérer comme Non. un jeune journaliste. Là. Non, ça, Comment c'est fini. ça? Samuel. Ben, avec 10 livres puis des années d'écriture, non. t'es Non, mais plus quand un je suis pas jeune malade, journaliste. j'ai l'air d'avoir 30 ans, je suis encore Oui, mais jeune. c'est pas une question d'âge, c'est une question d'expérience. Ok. Tu as trop d'expérience pour être un jeune journaliste. OK. Sur ces belles paroles, on va mettre fin au balado, mais juste avant de se dire au revoir, je rappelle aux gens qui nous écoutent et nous regardent qu'ils peuvent suivre la page Facebook comme Un livre ouvert balado et, attache ta tuque, rattraper les épisodes avec Lucie Pagé, Bernard Lavallée, Christine Brouillette, Simon Boulris, Michel-Marc Bouchard, Patrick Sénécal, Pascal Oulelmi, India Desjardins, Elkana Talbi, Martin Michaud, Fanny Britt, Alexandra Larochelle, Kamala Macrel, Hélène Dorion, Erika Soucy, Guillaume Morissette, Véronique Grenier et toi, Michel Ouimet. Je te dis merci. Merci. beaucoup.